est 14h05. Je vous propose qu'on commence pour ne pas prendre trop de retard et puis les participants suivants nous rejoindront en cours de route. Merci à tous d'être présents. Je serai votre animatrice pour cet atelier du colloque du réseau des opérateurs fonciers. Et du coup, on va parler de l'installation d'hébergements insolites sur les territoires, comment faire face au vide juridique. Pour ça, on a fait appel à 3 intervenants qui devraient vous plaire. Julien Péria, qui est porteur de projet à Alpes-Bivouac, installé dans les Bauges en Savoie. C'est une montagne, pour ceux qui ne sont pas du territoire, située entre Chambéry, Annecy et Albertville. Dominique Poma, qui est maire à La Tuile, qui est une commune des Bauges sur un secteur un petit peu différent de ce massif de Julien Péria. Julien Péria nous parlera en tant que porteur de projet comment il a installé son projet, comment il a trouvé son concept et à quelles difficultés il a été confronté en tant que porteur de projet. Dominique Poma a accueilli des hébergements insolites sur sa collectivité. Il nous expliquera comment ça s'est passé, quelles négociations il a dû mettre en œuvre notamment avec l'Interco, comment il a pu modifier son PLU. Et puis, Luc Fournier, qui travaille à la DDT 73, nous apportera un éclairage plus juridique sur ces questions-là, sur comment, dans quelle case un peu on peut placer ces hébergements insolites. En fonction du type d'hébergement insolite, on verra qu'ils ne sont pas toujours traités de la même manière. Et puis, Luc Fournier nous expliquera notamment comment l'État peut jouer un rôle de facilitateur et d'accompagnement auprès des porteurs de projets et des collectivités sur cette question-là. Du coup, on va commencer par Julien qui va nous faire une petite présentation pendant un quart d'heure. À chaque fois, sentez-vous tout à fait libre de poser des questions dans la partie conversation de ce Zoom. Et c'est Franck Godin qui travaille à l'EPFL de la Savoie qui sera animateur de cette partie-là et qui nous partagera les différentes questions que vous posez. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. On est contraint de le faire en visio plutôt qu'en présentiel, comme vous avez l'habitude que ce soit fait. Mais vraiment, n'hésitez pas à échanger, à participer. Les intervenants sont là pour répondre à vos questions. Du coup, Julien, je vous propose de commencer, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je pense que le sujet aujourd'hui est plutôt intéressant. Donc, moi, je vais parler vraiment en tant qu'entrepreneur qui a porté un projet atypique et insolite sur un territoire. Donc, moi, je m'appelle Julien Péria et je suis le gérant et fondateur de la société Alpes Bivouac. Cette société a 12 ans. Et Alpes Bivouac, c'est une agence événementielle spécialisée dans les activités de pleine nature, notamment dans les hébergements insolites. On propose une activité de bivouac via des prestations packagées sur la station du Semnoz, qui est une station de proximité au-dessus de la ville d'Annecy. La station du Semnoz a une particularité, c'est que ce territoire est géré par une agglomération. Il a été géré pendant des années par un syndicat intercommunal. Et maintenant, cette station est gérée par l'agglomération d'Annecy. Donc, moi, en tant que professionnel de la montagne, j'ai commencé sur ce territoire en tant que pisteur et moniteur sur la station. Petit à petit, par passion, j'ai emmené mes clients dormir en pleine nature. Alors, il faut imaginer qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé à faire des balades l'hiver sur la station du Semnoz et que j'ai commencé à proposer des nuits insolites en pleine nature dans des igloos, il n'y en avait pas tant que ça qui le faisaient dans les Alpes et l'insolite était encore un monde un petit peu nouveau. Et on connaissait sur le marché il y a 15 ans que des yourtes ou encore des tipis. Donc, quand j'ai commencé à expliquer à ma station que je voulais construire un village d'igloo, ce village d'igloo serait éphémère et on ferait cette activité principalement l'hiver et notamment sur le domaine touristique de la station. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on dit qu'on veut faire 10 igloos géants en pleine nature et qu'on veut faire dormir 50 personnes, on nous regarde avec des grands yeux en disant « mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il est fou !» Et puis, finalement, de quelques trous dans la neige, en 2010, j'ai monté sur la station du Semnoz un village d'igloo qui est devenu très rapidement le plus grand village d'igloo de France. Et petit à petit, ce projet qui était principalement hivernal s'est transformé en projet 4 saisons à travers un concept que j'ai appelé Éco-Bivouac. Et l'idée de l'éco-bivouac, c'était de pouvoir créer un grand camp de base éco-conçu qui respecte les grandes lignes du développement durable, dans lequel on a une particularité, c'est qu'on a créé nos propres structures d'accueil et d'hébergement pour assurer la sécurité et l'accessibilité à nos publics tout au long de l'année.
dans le milieu montagnard, ce qui n'était pas chose facile parce qu'il nous fallait des tentes qui puissent résister à beaucoup de neige et beaucoup de vent. Et l'idée, quand on fait du bivouac, notamment en pleine nature, déjà, on doit respecter le territoire et le lieu qui nous accueille. Donc ça, c'était les premières valeurs par rapport à notre charte. Et la deuxième chose, quand on a un concept de bivouac, on a beau avoir un concept annuel, l'idée, c'est que nos installations restent précaires, puissent monter, se démonter et puissent être modulables tout au long de l'année. Donc moi, quand j'ai commencé un petit peu ce projet, comme je l'ai dit au début, c'était via une passion. J'ai amené cette idée à la station du Semnoz il y a 10 ans, qui nous ont laissé tout simplement faire des igloos dans la neige l'hiver, ça posait aucun souci. Dès qu'on a commencé à très vite grandir, on a demandé une autorisation tout simplement d'exploiter le terrain sur lequel on faisait notre village d'igloo pour essayer de formaliser un petit peu les choses et essayer de mettre un cadre finalement à ce concept dans lequel faire des igloos. Comment on classe un igloo aujourd'hui, sachant qu'un igloo, ce n'est pas un hébergement dur, c'est fait avec de la neige naturelle, ça reste précaire, ça se module durant tout l'hiver, donc ce n'était pas forcément évident de classer ça. Et quand on a mis des tentes, à partir de là, c'était comment on pouvait classer ces tentes dans un concept qui est finalement modulable et qui varie tout au long de l'année. Donc, d'une petite convention d'exploitation, aujourd'hui, on a 10 ans de recul sur notre activité. On a maintenant une convention d'exploitation du domaine forestier avec l'agglomération d'Annecy. C'est une convention de 3 ans, donc plutôt précaire, de très courte durée, qui ne nous permet pas, nous, en tant qu'entreprise, de se projeter, bien loin, parce que tout ce qui est investissement ou encore tout simplement embauche est toujours un petit peu compliqué. Donc, nous, on a appris à vivre avec cette difficulté. Sachant que demain, étant sur un territoire public, on n'est pas chez nous, hein, on peut très bien nous mettre à la porte. Donc, c'est toute la difficulté de notre concept. Bon, après 10 ans, on a quand même réussi à pérenniser les choses, sachant que notre concept qui est nature et plutôt qui a une tendance d'un tourisme durable et responsable et dans l'air du temps. Maintenant, on brasse 5 à 6 000 personnes sur la station. On a des retombées économiques plutôt importantes sur la station. On crée de l'emploi, on crée des retombées économiques. Donc, il y a un vrai partenariat, on va dire, entre le service public ou nous-mêmes, société privée. Ça marche très bien comme ça. Mais c'est vrai que le point faible d'un projet comme le mien, déjà, n'étant pas chez moi et ayant en plus un bail de 3 ans, c'est plutôt précaire pour voir l'avenir. Aujourd'hui, le Covid se rajoute à tout ça, qui fait que la situation est encore plus particulière. Alors, vendons du bivouac en pleine nature. Mon métier depuis 10 ans, c'est anticiper l'impossible pour assurer la sécurité de mes clients par toutes conditions météorologiques. Sincèrement, ce n'est pas toujours évident. Donc, quel va être l'avenir pour nous demain? En tout cas, dans tout ce qui est atypique, insolite, comme nous, on pourrait se poser la question. Je pense qu'il y a une renégociation de notre contrat qui va avoir lieu pour nous dans 1 an et demi, où je pense que post-Covid, on va essayer de renégocier pour demander un peu plus que ce soit un petit peu plus assoupli pour nous permettre de pouvoir se projeter dans un peu plus d'années que 3 ans pour amortir un petit peu les pertes qu'on a depuis 6 mois. Donc voilà. Voilà nous où on en est aujourd'hui. Il faut savoir qu'avant le Covid, en mars 2000, on est quoi? Quelle année? En mars 2020, on était 7. Maintenant, on n'est plus que 2 dans l'entreprise. Voilà. Et puis, on attend la saison d'hiver avec hâte, sachant que quand on nous laissait pour nous la possibilité de travailler, ayant une activité atypique, donc il faut imaginer qu'une prestation chez Alpe Bivouac comme la nôtre, c'est des prestations packagées où on accueille les gens sur une station avec balade, apéro, repas, soirée, animation, nuit et petit déjeuner. L'hébergement insolite, c'est qu'une pièce maîtresse de notre puzzle. Ça fait, voilà, c'est… Donc chez nous, on est pisteur, accompagnateur, moniteur, secouriste, hôtelier, barman. On rentre dans plusieurs protocoles sanitaires, dans plusieurs réglementations, ce qui n'est pas toujours simple. Et voilà, on attend l'hiver avec impatience maintenant. Julien, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu, s'il vous plaît, sur les différentes étapes de mise en place de votre projet? Comment vous avez choisi le terrain? Comment vous êtes rentré en contact avec la collectivité? Et un peu, quel a été votre parcours? Par quelles étapes clés vous êtes passé? Oui, alors il faut imaginer que moi, je n'avais aucun business model. Je suis un gamin du territoire, je suis un gamin d'Annecy. J'ai appris le ski sur ma station. Ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais dessus. Donc, si vous voulez, n'ayant aucun business model ni aucune vision de ce que je voulais forcément faire, hormis de faire partager ma passion au plus grand nombre,
Moi, j'ai tapé à la porte d'un directeur de station qui m'a renvoyé un syndicat intercommunal à qui on m'a fait derrière une convention d'exploitation. Ayant grandi assez vite, petit à petit, on a eu la chance, avec l'agglomération d'Annecy, d'avoir une convention d'exploitation du domaine public, ce qui était plutôt intéressant pour nous. Mais si vous voulez, les étapes se sont faites finalement tranquillement. Je n'avais pas forcément prévu. La seule difficulté qu'on a et qu'on a toujours, c'est comment classer ces activités atypiques et insolites sur notre territoire, sur un domaine forestier qui est en même temps, qui fait partie par rapport au PLU du domaine touristique là, de la station. Donc voilà, ça reste toujours un peu tendancieux. On ne sait jamais trop comment nous classer. On n'est pas un hébergement à part entière, on n'est pas un camping, on n'est pas des cabanes non plus dans les arbres. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Et aujourd'hui, ayant un peu un flou juridique, on se rend compte que nous, on a réussi à cadrer notre convention par rapport à notre spécificité. Et c'est peut-être pour ça, n'ayant pas toutes les réponses, qu'on a, nous, un bail un peu précaire. Est-ce que vous vous attendiez à rencontrer de telles difficultés de classement de vos hébergements insolites au début de votre projet? Si vous voulez, au début, je ne m'attendais à rien. Ne demandant rien et voulant juste me faire plaisir et petit à petit gagner ma vie. Donc, on a mis 6 ans, nous, à pouvoir gagner notre vie et à pouvoir faire tourner l'entreprise. Il faut savoir que l'hébergement insolite, tout ce qui est atypique, prend beaucoup de temps et on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent parce que ça génère peu de volume d'affaires. Donc, c'est un petit peu complexe. C'est sûr qu'ayant une activité spécifique, je ne m'attendais pas à qu'on m'ouvre grandement les bras et qu'on arrive à classer par rapport à un PLU ou par rapport à la réglementation d'urbanisation, que ce soit aussi simple que ça. Ouais, sincèrement, je ne m'attendais à pas grand-chose. Hein. D'accord. Quand on a préparé un petit peu votre intervention, vous nous avez expliqué qu'une fois obtenu l'accord de la mairie sur laquelle vous souhaitez vous implanter, les choses vont plus vite et ça devient plus facile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cette étape de votre projet? Je pense encore une fois que quand on a un projet commercial où l'idée c'est de raisonner avec le territoire et amener un projet bienveillant qui mette en valeur ce territoire, je pense que c'est toujours plus facile de travailler en partenariat que travailler tout seul dans son coin sur un terrain privé. Donc c'est sûr qu'à partir de là, quand le territoire nous accepte et voit d'un bon œil justement l'aspect économique du projet, c'est sûr qu'avançant à deux, main dans la main, encore une fois, c'est un vrai travail de partenariat entre le service public et nous, aux sociétés privées, c'est beaucoup plus facile. Je pense que si j'avais été sur un terrain privé, j'aurais un raisonnement un peu plus, pas égoïste, mais en tout cas, ne travaillant tout seul dans mon coin. Peut-être que là, je me serais battu un peu plus avec l'urbanisme, le PLU, savoir comment classer mes habitations, dans quelle catégorie, ça aurait été un petit peu moins évident. Là, travaillant sur un terrain public et le territoire voulant un projet comme celui-ci aussi pour se valoriser, hein, c'est vrai que c'est un peu plus facile. D'accord. Ça a deux, voilà, ça a des bons et mauvais côtés. Voilà. Ok. Vous nous parlez aussi de questions d'assurance pour pouvoir accueillir du public? Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir, c'est comme on a du mal à nous classer dans notre activité et qu'en plus, on a une activité de pleine nature, où on a 1001 activités, on fait de la balade, on fait de la raquette à neige, on fait du challenge, on fait de la luge, les gens mangent chez nous, peuvent se restaurer chez nous, peuvent dormir chez nous. Donc, il faut savoir que nous, on a une ribambelle d'assurance. Mais on se rend compte que la finalité repose quand même évidemment sur la responsabilité évidemment du chef d'entreprise, mais notamment sur notre responsabilité de guide accompagnateur en montagne, où quand on commence à amener du public en pleine nature se balader dans un concept de bivouac, et qui prend la définition du bivouac et de l'hébergement finalement plutôt précaire, la responsabilité du guide est importante. Donc, nous, on a plusieurs assurances, des assurances de responsabilité civile, évidemment, en tant qu'accompagnateur, une responsabilité de prestataire de services, des assurances en tant que produit packagé touristique. Donc, ça nous permet de nous couvrir dans divers domaines. Mais encore une fois, je pense qu'on a 1001 assurances parce que nous, ayant du mal à nous classer, on doit, nous, demain, pouvoir anticiper encore une fois l'impossible. Et demain, si on a le moindre problème, on doit pouvoir s'expliquer. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des protocoles chez nous d'hygiène, de sécurité, que j'ai mis en place sur… J'ai pris différents types de domaines d'activité. J'ai fait mon propre protocole pour que demain, je puisse m'expliquer s'il y a le moindre souci dans notre camp de base. D'accord. Donc, avec des protocoles plus exigeants que dans des hébergements plus classiques, type gîte, chambre d'hôte, hôtel, etc., du coup? Ouais, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour un concept de bivouac, qui est un concept précaire, hein, emmener monsieur et madame
Enfin, monsieur, même tout le monde dormir en pleine nature dans des tentes, c'est finalement quelque chose de précaire. Mais finalement, si on gratte un petit peu le vernis, on reste dans la prestation un hébergement en tant que tel où on accueille. Il y a un bar, il y a un restaurant, il y a un hébergement. Les gens vivent sur le camp pendant une dizaine d'heures et puis repartent le lendemain matin. Donc, ça veut dire qu'on doit assurer aussi bien l'hygiène pour la restauration, assurer des protocoles sur la sécurité, l'évacuation, des plans A, des plans B. Enfin bon, bref, on doit penser à tout et à l'impossible. En pleine nature, demain, un arbre peut tomber, on peut avoir 1 mètre de chute de neige. Ce n'est pas aussi simple que pousser la porte d'un hôtel ou d'un restaurant. Donc, effectivement, j'ai poussé mon protocole hygiène ou sécurité un petit peu à l'extrême pour pouvoir anticiper l'impossible et demain, surtout me prévenir du moindre risque, quoi. Et former aussi mon personnel vis-à-vis de ça, quoi. D'accord. Sur le plan vraiment foncier et financier, quelles sont les conditions de réussite, d'après vous, d'un projet d'installation d'hébergement insolite? Alors déjà, les conditions de réussite, déjà c'est pouvoir laisser la chance à une société de pouvoir déjà pouvoir faire ce qu'il veut sur le territoire. Déjà, c'est une première chance. La deuxième, je pense, c'est lui laisser un temps d'installation. Nous, la chance qu'on a eue par rapport à notre convention d'exploitation, c'est qu'on a eu des premières années où on n'a pas eu, si vous voulez, de redevance ou de loyer tout simplement sur le territoire. Ça nous a permis les premières années, quand on dégageait pas de bénéfices et que notre boîte était plutôt endettée, de pouvoir tester le concept, de pouvoir le faire moduler pour trouver à un moment donné un point d'équilibre. Et quand on a pu trouver ce point d'équilibre par rapport au volume d'affaires, là, on a intégré un loyer, tout simplement, que maintenant on encaisse très, très bien. Alors, très bien, c'est encore un paradoxe parce que travaillant encore en pleine nature, nous, notre business model fluctue en fonction des conditions météorologiques. Il y a de la neige, il n'y a pas de neige, il fait beau, il ne fait pas beau. On travaille principalement le week-end avec les particuliers. Si, comme dans des périodes comme aujourd'hui, on n'a plus d'entreprise en semaine, eh ben, on n'a plus aucune rentrée d'argent. Il faut savoir que nous, là, post-Covid, quand on a rouvert l'été ou encore cet automne, on travaille 1 jour par semaine. On peut travailler que le samedi soir, n'ayant plus de particulier d'entreprise la semaine, c'est très compliqué. Donc, quand vous rentrez 1 500 euros de chiffre d'affaires par semaine, ça ne fait pas lourd derrière pour payer et faire tourner la boutique. Donc voilà, alors déjà, je pense que la bonne chose, c'est quand on nous a accueillis, c'est qu'on nous a laissé le temps de grandir. Et une fois qu'on avait grandi et qu'on avait trouvé un point d'équilibre, effectivement, comme toute entreprise, à qui on met à disposition, que ce soit un local ou un terrain, on se doit de payer un loyer. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et la chose qui est intéressante, et je pense qu'il y a un point de réussite, c'est qu'on a demandé dans notre convention d'exploitation de renégocier le bail quasiment, alors pas 1 an à l'avance, mais je crois que c'est 6 ou 9 mois à l'avance, qui nous permet soit d'anticiper notre sortie, soit d'anticiper, de faire moduler le bail par rapport, nous aussi, à notre activité. Et si je prends l'activité, ce que j'ai fait il y a 10 ans et l'activité que je fais maintenant, on se rend compte que ça ne fait que évoluer. Parce que la clientèle aussi touristique évolue. On a beau avoir une clientèle rhône-alpine, l'exigence de nos clients évolue avec les années. Il faut savoir que les clients sont de plus en plus exigeants. On va chercher des produits packagés, des produits personnalisés. Et finalement, ce qu'on vendait il y a quelques années, ce n'est pas ce qu'on vend maintenant en 2020. Je crois que l'emplacement géographique aussi de l'hébergement est important par rapport aux métropoles avoisinantes notamment. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était une vraie stratégie pour la base. Quand j'ai monté la société, on s'est posé quand même une question. C'était sur un concept de bivouac comme le nôtre, on voulait rendre un concept touristique insolite accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que si aujourd'hui on prend le marché de l'hébergement insolite, on va trouver tout type de panier moyen du client, de la tente du Tipeee à 25 euros, des nuits en bulle à 300 euros. Nous, ce qu'on voulait, c'était ne pas vendre une nuit sèche, c'était vendre un produit packagé, accueil, balade, apéro, repas, soirée. En tout cas, l'idée, c'était vendre une expérience client. Et quand on parlait d'expérience client il y a 10 ans, on nous prenait pour des fous. Maintenant, c'est la stratégie numéro 1 du marketing touristique sur un territoire. Donc, on voulait rendre en fait ce produit accessible au plus grand nombre. Et pour le rendre accessible au plus grand nombre, on se doit d'avoir une certaine proximité avec les agglomérations. Parce qu'à un moment donné, si on veut avoir un coût produit intéressant, il faut qu'on puisse brasser du monde, il faut qu'on puisse avoir le maximum de remplissage sur nos peu de jours d'ouverture. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire parce qu'on est au pied d'une agglomération. Annecy commence à être une belle agglomération. On a 2 heures de Lyon. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour nos clients et qu'on se rend compte que quand on avait essayé de tester d'autres concepts sur d'autres territoires un petit peu plus loin de certaines agglomérations, étant à 2h30 ou 3 heures, il faut savoir que les clients de Rhône-Alpes sont les Rhône-Alpins en premier.
Nous, on a aussi la chance d'avoir les Suisses. Donc, c'est bien d'être à moins de 2 heures de ces clients-là. C'est aussi lié au fait que l'hébergement insolite est marqué par le fait du court séjour? Très court séjour. Alors, je ne parlerai même pas de court séjour, mais de très court séjour. C'est qu'on est vraiment sur une nuit. Alors, soit une nuit sèche, soit une nuit packagée. Nous, nos clients arrivent à 18 heures pour partir le lendemain matin entre 10 heures et 11 heures. Donc, ça va finalement très, très vite. Moi, j'appelle ça du très court séjour. Et l'objectif sur du très court séjour, pour nous, en tout cas, l'objectif dans notre charte de développement durable, c'est pouvoir aussi transmettre un message, donner le meilleur de nous-mêmes, et en tout cas de nos produits de savoir qu'on met en avant. Mais c'est aussi pouvoir, sur un très court séjour, faire de l'offre additionnelle. C'est-à-dire qu'un client qui va venir chez nous sur notre station, il va consommer aussi du ski. Derrière, il va consommer de la remontée mécanique. Il va aller acheter chez le restaurateur le repas sûrement du lendemain midi. Il va peut-être descendre sur Annecy se promener. Donc, l'idée, c'est d'avoir une offre attractive grand public pour attirer le client sur notre territoire et puis après, diversifier notre offre pour faire en sorte que le client puisse rester un jour supplémentaire sur le territoire. Et on se rend compte que nous, en vendant d'autres prestations ou du produit packagé, on a réussi à le faire. Alors nous, par rapport au type de clientèle qu'on a, qui est une clientèle plutôt cadre supérieur, on se rend compte que les clients viennent soit un jour avant, dorment sur la station ou redescendent sur Annecy, consommer un séjour sur Annecy dans un hôtel 4 étoiles. Et ça, on fonctionne bien parce qu'avec un projet touristique comme le nôtre ou d'autres projets touristiques qui peuvent être insolites comme à la Tuile, qui est un très beau projet touristique, c'est une vraie porte d'entrée pour le territoire, pour amener le client. Et je pense, c'est pour ça qu'il faut que les projets touristiques insolites comme le nôtre puissent se démocratiser. Il faut qu'on arrive à trouver, justement, en termes de réglementation, d'urbanisme, comment on peut classer tout simplement ces projets. Parce qu'aujourd'hui, on est une cabane, une yourte, on est une tipi, on est une tente, on est une bulle, on est une chariote. Et on n'a pas fini d'en entendre parce que l'insolite, ça ne fait que commencer. Et aujourd'hui, on ne va pas classer la cabane peut-être de la même façon qu'on classe une tente, parce qu'une tente, ça reste une structure avec une toile. On ne peut pas classer une yourte dans le même classement qu'un chalet parce qu'il n'y a peut-être pas de fondation. Après, il y a une histoire aussi de durée, combien de temps on va laisser s'étendre sur le sol. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, c'est un vrai casse-tête. Et ce n'est pas du tout mon métier de réfléchir à ça, je vous avoue. C'est pour ça qu'on est entouré de personnes qui vont pouvoir nous éclairer aujourd'hui. Exactement. Mais c'est vrai que je pense que c'est une vraie porte d'entrée, en tout cas pour un touriste, pour une offre touristique sur un territoire. Alors, je me permets de vous interrompre. On est arrivé presque au temps qui nous était imparti pour cette intervention. Très bien. Je n'ai pas de questions qui remontent. Par contre, Eve, tu pourrais peut-être nous montrer les photos des hébergements proposés, parce qu'on est un peu dans de l'hébergement insolite, parmi l'hébergement insolite, en fait, avec l'Igloo. Parce qu'on y reviendra, hein, mais c'est vrai que sur les cabanes ou sur d'autres hébergements insolites, on arrive à trouver des solutions en termes d'urbanisme et d'autorisation d'urbanisme. Là, sur les igloos, vous n'avez fait aucune déclaration préalable, aucun dépôt de permis. Non, et pas sur du les tout. tentes, non plus. Alors, sur les tentes, on a une convention d'exploitation qui nous permet, avec le territoire, de mettre un certain nombre de tentes sur le terrain qu'on nous met à disposition. Aujourd'hui, on avait demandé de faire des déclarations préalables ou un permis d'aménagement pour essayer tout simplement de figer un petit peu les choses. L'agglomération nous a pas demandé, si vous voulez, de travailler plus que ça sur ce sujet-là, parce qu'on a stipulé dans notre convention qu'on ne peut que dans un certain cadre laisser qu'un minimum de tentes sur le terrain, sachant que ces tentes sont posées sur pilotis. L'idée, ce n'est pas qu'on ait de fondation en dur, c'est des tentes que je monte et démonte aussi une partie de l'année. C'est-à-dire sur l'éco-bivouac, tout se module assez rapidement en fonction du nombre de clients qu'on peut avoir sur le terrain. Donc, on a une base fixe à l'année. Après, tout le reste se module et même la base fixe la fait moduler. Enfin, c'est un vrai casse-tête pour nous. Donc, aujourd'hui, on n'a pas forcément de permis de construire ou de déclaration préalable sur notre terrain. D'accord, très bien. Alors, j'ai toujours pas de questions qui remontent. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou alors on verra après les autres interventions? Bon, si tu n'as pas de questions qui remontent, on va proposer à M. Poma de se présenter, de nous présenter son territoire. Merci à tous. Puis, du coup, merci. Les deux projets, merci beaucoup Julien. Et du coup, les deux projets qui ont été mis en place sur sa commune, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. Et puis Franck les synthétisera. Vous pouvez les écrire au moment où elles vous viennent. Et on y répondra à la suite de l'intervention de M. Poma. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Alors, je suis Dominique Pomat, je suis le maire redoublant de La Tuile et je suis le président de l'Office du tourisme de Grand Chambéry. Je suis hébergeur aussi depuis plus d'une quinzaine d'années dans une ancienne auberge, parce que le tourisme change de forme, hein. Donc, avant, on avait 2 auberges autour d'un petit lac qui est à 30 minutes au-dessus de Chambéry. Donc, nous aussi, hein, c'est moins important que la proximité Annecy-le-Semnoz. On a une grosse agglo qui est juste en dessous. Et il y a toujours eu du tourisme autour du lac de La Tuile. Simplement, il a beaucoup changé de forme. Et si je dois présenter donc les cabanes perchées qui ont été installées en 2015 sur la commune de La Tuile, on a dû d'abord trouver un terrain. J'ai dû obtenir l'accord du conseil municipal, ce qui n'est pas toujours le plus simple, et puis des voisins immédiats. Et ensuite, on a fait bravement une modification de PLU. Donc ça occupe une bonne année pour avoir le zonage qui permettait d'avoir une zone naturelle loisir, je crois que ça s'appelle, pour pouvoir implanter ces 5 cabanes qui ont 20 mètres carrés de surface intérieure et 20 mètres de terrasse. Et ils ont fait des bains nordiques dedans. Et ça, c'est une part du succès. Et on a, comme l'intervenant précédent, hein, qui a vraiment un beau projet, une belle réalisation plutôt, c'est plus un projet. On a aussi des clients lyonnais et suisses. Le client de base dans une cabane, c'est monsieur qui fait une surprise à madame ou un couple avec de jeunes enfants. C'est 200 € la nuitée. Donc, ce n'est pas tout le monde, mais dans la commune, on est passé de 30 à 80 lits touristiques. Donc, on a des hébergements dont le nôtre, par exemple, c'est 200 € la semaine. C'est des niveaux de confort assez différents, donc il y a de la place pour tout le monde. Ces cabanes, ce qui nous a bien occupés, à part la modification de PLU, et heureusement que les porteurs de projets étaient excellents, c'est ce qui fait le succès de l'opération. Ils ont quand même engagé 400 000 € et comme vous, M. Péria, je crois qu'ils ont gagné de l'argent la 5e ou la 6e année. Donc, il faut avoir quand même les reins assez solides hein, pour tenir et être accompagné par les banques, ce qui actuellement ne serait sûrement pas passé. Ils emploient, ce qui était le critère majeur pour nous, ils emploient 3 personnes en plus d'eux-mêmes, hein, parce que c'est du très court séjour nous aussi. Les gens restent 1 nuit, 2 nuits maximum. Toilettes sèches, photovoltaïque, le petit déjeuner avec des produits locaux menés dans un panier en osier. Donc, il y a une personne qui fait que les lessives pour les 5 cabanes et puis 2 personnes qui font l'accueil et le ménage. Donc, c'est une industrie de main-d'œuvre. Et puis, nous, comme on a sauvé l'école par les cheveux, le prestataire cantine, hein, qui est local aussi, il fait aussi les repas et les paniers petit déjeuner pour ces 5 cabanes. Donc, nous, c'était vraiment c'est de l'emploi et de l'économie locale, ce tourisme. Parce que la commune que vous m'aviez demandé de présenter, c'est simplement 350 habitants à 850 mètres d'altitude et sur 1800 hectares. Donc, on a 6 hectares chacun, on n'est pas serré. Et il y a 14 hameaux, donc l'habitat est très, très dispersé et on voudrait arrêter de voir dans le temps 100 personnes descendre travailler tous les jours à Chambéry puis avoir de plus en plus d'emplois locaux. Donc, on a 5-6 agriculteurs qu'on arrive à maintenir et puis le développement nous se fait à travers le tourisme, en sachant qu'on doit maîtriser ces zones qui sont très fragiles parce qu'autour du lac, par exemple, j'ai 125 places de parking et à la sortie du confinement, on avait 500 voitures. On en avait partout, dans les prés, sur les routes. Donc, moi, la difficulté, l'été prochain, après qu'on ait mis une petite barrière pour devenir un village piéton, c'est comment est-ce qu'on va maîtriser ce flux. Donc, c'est une vraie difficulté. Pour revenir sur les cabanes, une fois que le zonage a été fait, il a fallu se battre avec l'agglo, effectivement, qui ne voulait pas monter l'eau. Donc, on a obtenu un raccordement de type agricole sur un petit château d'eau qui est juste à côté. Ensuite, il a mis les surpresseurs qui allaient bien. Il a mis ses panneaux photovoltaïques, il a fait sa zone d'épandage. Donc, voilà, il faut avoir un bon porteur de projet parce que même avec le soutien de la mairie, ça occupe quand même, ça occupe pas mal. Hein. Quoi vous dire d'autre? Je sens que je vais être relancé. Est-ce que vous pouvez nous préciser le montage juridique financier que vous avez obtenu? Ce sont les porteurs de projet qui jouent avec leurs sous. Nous, on leur fait une location, effectivement, qui est très modique. Hein. C'est 100 € par mois. Donc, je suis assez critiqué sur le montant modique de ce loyer, mais c'est 5 emplois locaux. Donc, c'est ça le critère hein, qui est important. Donc, ils ont joué avec leurs sous. On leur a fait un bail qu'on a rédigé avec le locataire, qu'on a fait relire par un notaire. Donc, juridiquement aussi, il faut quand même se blinder. Puis, on a défini des règles de bonne conduite qui sont dans ce bail sur les accès, sur les déchets, où est-ce que les clients vont se garer. Parce que la tentation est de mettre la voiture juste en dessous de la cabane, ce qu'on ne veut absolument pas.
Donc, et puis, on a fait, pour économiser un petit peu, ce n'est pas qu'un détail, on n'a pas fait borner le terrain qu'on leur loue, parce que là, on en avait, c'était une parcelle de 63 000 m². On a fait un document d'arpentage qui a suffi pour leur faire une location sur 9 000 m². Donc voilà, c'est une suite de petits détails. Et la première fois qu'on accueille un hébergement insolite sur sa commune, eh ben, comme il n'y a rien de calibré, ben, on invente tout, quoi. Quel type de bail on fait? On lui a fait un bail de 30 ans, considérant qu'il fallait, comme vous l'avez évoqué, ben, lui donner de la sécurité aussi, hein, et qu'il puisse transmettre les affaires à ses enfants après. Donc on lui a fait un bail qui est assez long, qui est plus long que nos beaux ruraux, de 9 ans, mais je pense qu'avec un bail à 5-10 ans, il n'y allait pas, quoi. Donc, comme on avait envie de le promouvoir, ce projet, ben, on lui a donné le temps de réussir. On a veillé aussi, par exemple, à l'emprise que laisserait son projet si ça devait s'arrêter. Ça s'arrêtera probablement un jour. Donc, par cabanes qui sont perchées à 3 mètres de haut, il y a 8 plots ciment qui dépassent de 40 cm. Donc, l'emprise au sol, voilà, on n'a rien bouleversé. C'était un chemin existant et il a aménagé proprement. Donc, j'indique que les porteurs de projets qui ont maintenant un autre projet sur la commune voisine des Aillons, hein, sur le Mont Pelat, qui sera encore plus compliqué à mener, il y en avait un qui était électricien, poseur de panneaux photovoltaïques, donc ce qui était aménagement des cabanes, il savait faire, et elle était responsable de la com chez Alibert. Donc, c'est la première fois que je vois un projet sur lequel le site de commercialisation et de réservation est prêt avant les cabanes. Mais c'est vraiment un facteur clé de succès, hein. Si on n'est pas bon en commercialisation, le projet, même si les cabanes sont magnifiques dans un endroit superbe, même si l'accueil est sympa, ça ne marchera pas. Donc, pour un maire, ce qui compte, oui, c'est la qualité du porteur de projet, c'est le critère majeur. Et la confiance que vous lui portez. Absolument. Parce que vous nous expliquiez en préparant cette intervention que ces porteurs de projet avaient mis en place un gîte sur votre commune les années précédentes. Alors c'est ça, ils avaient, et c'est vrai, hein, ils avaient repris la porcherie qui était fermée depuis 30 ans, donc l'album photo qui relate la réhabilitation est intéressant. Et donc, ils avaient réussi à faire dans cette ancienne porcherie, dans un coin pas facile, un très joli gîte de 8-10 personnes. Donc, quand on réussit ça, on pouvait prendre le risque sur les cabanes. Et sur le projet que vous avez dans les tuyaux en ce moment, du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, depuis cet été, il y a un bivouac, hein, sur un terrain privé, mais qui nous permet de faire une maraude sur les bivouacs sauvages autour du lac, hein, les places à feu. On leur a ouvert la salle des fêtes à l'arrière pour qu'au moins l'aspect toilette et parking soit bordé. Et puis, on a une demande assez pressante de tiny house, 3 tiny house. Donc là aussi, le problème, c'est que les plus jolis points de vue chez nous sont sur un hameau où l'eau manque. Donc, on n'est même pas en agricole, on est en agricole protégé. Donc là, ça sera compliqué d'obtenir l'autorisation, même si on discute sur le fait d'avoir des tiny houses qui bougent selon les saisons. Parce que selon les saisons, le bon point de vue, il n'est pas toujours forcément au même endroit. Mais là, on rentre vraiment dans une zone qui, pour les urbanistes, est presque inconcevable. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est des zones fixes, dédiées tourisme, avec l'eau, avec les accès. Donc là, je ne sais pas trop comment on va s'en tirer, mais le concept est vraiment intéressant. Puis pareil, le porteur de projet est pas mal. Donc sur ces tiny house, j'ai cette difficulté du zonage. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué. Ce que je voudrais, c'est avoir sur la commune que de beaux projets touristiques. Autant dans une maison dure, on voit passer le permis de construire, parce que pour les 5 cabanes, ils ont fait un permis de construire. Ils ont construit 3 cabanes, puis la 4e, puis la 5e. On voit les choses se faire. On peut intervenir au fur et à mesure. Alors que des tiny house qui se déplacent, je ne peux ni garantir qu'ils ne vont pas aller sur un pré exploité par un agriculteur, ni qu'ils vont se mettre en plein milieu d'une réserve de chasse. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué à cadrer. Donc, je pense qu'on va essayer d'ouvrir sur des secteurs stabilisés, quoi. Mais le tiny house, oui, c'est le truc de ces années, quoi. C'est en ce moment. Alors, vous avez évoqué la question de l'urbanisme. Du coup, je me permets de rebondir pour le projet des tiny house, ou tiny, pardon, house, oui, comme pour les cabanes. Le thème de l'atelier, c'est le vide juridique concernant l'habitat insolite. C'est votre constat, le vide juridique? Alors, quand j'aurai eu ma réponse, je pourrais vous dire il n'y a pas de vide juridique, mais pour l'instant, j'attends depuis un petit moment quand même. L'agglo s'est organisé, on est passé en PLUI pour faire
au moins une modification par an. Donc, je suis inscrit dans la modification qui démarrera en avril. On leur a posé tout le projet et pour l'instant, effectivement, ils sont très embêtés avec cette notion de tiny house déplaçable. Donc, aujourd'hui, oui, moi, je n'ai pas de réponse. Et pour les cabanes, vous nous aviez parlé plutôt de difficultés pour modifier le PLU, pour… Eh ben, c'est que c'est long et puis je le redis, hein, tous les conseils municipaux ne sont pas branchés tourisme. Hein, sur les communes d'à côté, ça coince. Et puis, les exigences, dans leur tête, les instructeurs, ils sont câblés pour faire des maisons. Ils ne sont pas câblés pour faire des choses qui se démontent. Donc, on a beau leur dire, au contraire, on ne laissera pas d'emprise au sol, c'est plus respectueux. Bah, tout ce qui est toilettes sèches, l'ancien instructeur sur les cabanes n'imaginait pas du tout qu'on fonctionne avec des toilettes sèches. Sans raccordement non plus à l'électricité. Donc, sortir des schémas classiques, se raccorder à une station d'épuration, prendre leur raccordement EDF, l'avis du service des eaux, tout est plus compliqué. Okay. Après, il faut être têtu. Hein, puis... Quels arguments vous leur avez avancés pour les convaincre? Bon, l'emploi local, et c'est certainement les arguments que j'avais employés. Et puis après, ils ne sont pas là non plus pour nous punir. Après, ça se règle sur un autre registre. C'est-à-dire que, moi, quand j'explique que sur la commune, il n'y a que 3 vocations, hein, on a failli fermer l'école. Il y a le bois, on a une très très grosse forêt, mais le marché du bois actuellement, il est tellement tombé bas, il y a eu tellement de bois malades, scolites, bostриches, que les marchés du bois sont saturés, donc je ne peux rien faire sur le bois. L'agriculture, ce qu'on peut faire de mieux, c'est de la maintenir. Ils vivent, mais on n'arrive pas à la développer, donc il me reste le tourisme. Donc c'est plutôt les arguments de type économique qui je le pense, nous ont fait obtenir et la qualité du projet. La qualité des photos, la qualité du dossier. Hein. D'accord, très bien. Monsieur Péria nous parlait de partenariat public-privé. C'est également votre constat. J'ai l'impression qu'il faut vraiment être raccord et marcher main dans la main pour que le projet se développe. Voilà, partenariat public-privé, ça évoque aussi pour moi, en tout cas, des financements croisés. Mais oui, si on ne marche pas ensemble, un privé, ça sera compliqué qu'il y arrive malgré l'opposition de sa mairie ou de son service urbanisme. Donc, oui, je veux vraiment mettre ça en avant. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ouais, moi, je pense que ce que me dit M. Poma, c'est le projet. J'entends mon projet dans ses propos, c'est assez rigolo. Il faut savoir que vous me posiez la question l'autre jour, est-ce que finalement c'est bien ou pas bien d'être sur un territoire public? Donc, il y a toujours des bons et mauvais côtés. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que je pense qu'on soit privé ou public, quand on accepte des projets comme ça, chacun s'y retrouve aussi. Mais surtout, on voit la vraie motivation de M. Poma. Donc, quand on est un porteur de projet et qu'on est face à des gens comme monsieur, c'est vrai que c'est tout de suite plus facile de porter un projet et que sans le territoire, sans déjà le maire, hein, le premier interlocuteur, c'était le maire, comme moi, c'était le directeur de ma station. Ensuite, ça a été le maire et ensuite, on arrive à l'agglomération. On se rend compte que sans la motivation de certaines personnes, des beaux projets comme celui-ci, finalement, passent complètement à travers. Et on arrive souvent dans des flux juridiques parce que c'est tellement spécifique, c'est tellement nouveau, c'est tellement à part entière. Et nous, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, on a une charte de développement durable qui fait 25 pages. On met tout le monde en avant, on consomme du territoire à gogo. Donc, c'est vrai que quand on va voir des juristes urbanistes et qu'on leur dit on fait ça, dans quel cadre on rentre? Est-ce qu'on rentre dans le cadre du bâtiment parce qu'on a une tente qui fait moins de 20 mètres carrés? Et quand on commence à l'expliquer qu'on va la démonter 3 fois par an ou qu'on va la déplacer, d'un coup, ce n'est pas évident. Mais on se rend compte que ça ne peut marcher que grâce à des partenariats et en tout cas à des gens motivés comme monsieur. Et voilà, je tenais à vous féliciter. Bravo. Ça fait plaisir d'entendre un discours comme le vôtre. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Du coup, on a Nicolas Daillot parmi les participants qui propose de prendre la parole à la suite de monsieur Poma, si ça vous convient, Luc Fournier, pour nous présenter les campings insolites, ce qu'il fait sur les campings insolites. Je vous laisse vous présenter, nous présenter votre projet. Oui, merci beaucoup. Et puis, je m'excuse auprès de M. Fournier de prendre la parole avant lui. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, très bien. Oui, très bien, très bien.
Oui, donc je suis le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie plein air, donc je représente les campings, tous les campings, les grands, les petits, les publics, les privés, appartenant à des groupes ou indépendants, littoraux ou pas. Et alors, c'est un peu hors sujet. Ah, voilà, on vous entend plus très bien. Thématique d'aujourd'hui, mais pas plus que ça. Vous ne nous entendez plus? Ça coupe Allô? beaucoup. Je ne sais pas si c'est pareil Non. pour les autres participants, mais moi, j'ai du mal à vous comprendre. Oui. Et là, Ça votre marche image... Alors, peut-être ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer de couper votre vidéo. C'est dommage de ne pas vous voir, mais peut-être que le son sera plus fluide. Est-ce que c'est mieux là, du coup? Oui. Non. Oui, c'est bon, on vous entend. D'accord. Bon, j'espère que la connexion va tenir jusqu'au bout. Je vais tâcher d'être concis. Oui, donc je disais, Sylvain m'a demandé d'intervenir, même si ça peut paraître un peu hors sujet avec la thématique, puisqu'on parle de vide juridique. Et moi, je vais vous parler d'un objet qui aurait vocation à pouvoir accueillir plus facilement de l'insolite, c'est-à-dire le camping. Alors, derrière le vocable camping, il y a des réalités extrêmement variées. Il y a les grands campings du littoral, les campings moyens qui sont la grande partie des campings. 2/3 des campings ont moins de 100 emplacements. Un grand camping, c'est 300, 400, 500 places. À la montagne, ils sont souvent plus petits. La proportion de campings à foncier public est plus importante. Mais des campings, il y en a sur tout le territoire national, à la montagne, sur le littoral, à l'intérieur et évidemment surtout dans la ruralité. Et c'est vrai que, je laisserai M. Fournier rentrer dans le détail, mais dans un camping, on peut mettre 4 objets particuliers qui collent particulièrement bien avec la problématique de l'insolite. C'est la tente, la caravane, la résidence mobile de loisirs et l'habitation légère de loisirs. Et avec ces 4 objets, vous pouvez mettre à peu près tout ce qui correspond à de l'insolite. De la tente, je ne rentre pas dans le détail. Il peut avoir des chalets avec un peu de toile, sans toile, des tipis, des roulottes, des yourtes. Tout ça va rentrer dans une de ces 4 catégories juridiques. On a une particularité en France, plus qu'aucun autre pays, c'est ce que je disais ce matin, c'est qu'on a beaucoup de campings, plus que nulle part ailleurs. Même au monde, puisqu'il y a seulement les États-Unis qui en ont 2 fois plus que nous, avec un territoire 15 fois plus grand. Et il se trouve que c'est paradoxal, mais il y a à peu près la moitié des campings français qui n'ont quasiment pas d'activité et qui meurent petit à petit d'année en année. On a 7 900 campings qui font 2 700 000 lits touristiques, c'est-à-dire le double de l'hôtellerie. Et on a sur ces 7 900 campings, 3 000 campings qui ont... Je vous entends à nouveau plus, Monsieur Daillot. On vous entend très très mal. Ah ouais, vraiment là, c'est pas du tout audible. Au-delà des chiffres, on a compris que le camping pouvait offrir un cadre juridique à l'hébergement insolite. Monsieur Poma, je me permets de vous poser une question directe. C'est est-ce que les cabanes installées dans votre commune auraient pu rentrer dans un cadre camping? Est-ce que ça correspond à la clientèle que vous recevez aujourd'hui dans votre commune? Alors, le projet, c'était vraiment de mettre les cabanes perchées au-dessus du lac, donc en bordure de forêt, et on ne sait pas y monter en voiture. Il faut que je crée un accès, donc économiquement, on ne savait pas, les campings, c'est quand même du dur, c'est du plat, et les voitures sont à côté des tentes. Et maintenant, ce qui plaît, c'est vraiment l'immersion en pleine nature. Nous, ce qui nous va bien, c'est que les gens soient à pied. Donc, je pense que j'aurais pas su le. C'est un camping sans voiture, quoi, avec les voitures loin. Donc, on n'avait pas de terrain. On n'a pas de terrain actuellement sur la commune. Pour moi, j'étais président des Gîtes de France. On avait des petits campings vraiment sympas, notamment à Harit, des emplacements, des aires naturelles de loisirs avec 6 emplacements. Et là, effectivement, on pourrait le mettre, mais c'est quand même développé avec de la vue où tout le monde peut se voir, avec des WC en dur. Donc, moi, je pense que ça ne correspond pas aux besoins de tourisme immersif et pleine nature, comme le bivouac ou ce genre de choses. Vous parliez aussi d'une clientèle sur ces cabanes qui est complètement différente que celle que vous aviez jusque-là dans la commune. Complètement. Donc, avec des CSP+, on peut le dire, si on veut partir sur des acronymes. Une exigence plus forte et puis d'autres moyens, oui.
D'accord, merci. Du coup, si ça vous convient, je propose qu'on passe à l'intervention de Luc Fournier pour respecter un petit peu les délais qui sont impartis. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Franck, qui sont apparues? Est-ce que M. Daillot, c'est bon pour vous? Mais je ne vous entends plus, je ne vous vois plus non plus. Alors, Il y a dû avoir un souci de connexion, je pense. effectivement, je ne le vois plus non plus. J'ai un commentaire d'une personne qui nous dit que c'est très difficile de créer un camping aujourd'hui en France. Ce matin, en plénière, M. Daillot disait qu'on perdait quasiment 1000 campings par an en France. Donc, c'est vrai que peut-être que l'habitat insolite peut aider les campings à stopper cette hémorragie. Mais je n'ai pas d'autres questions sur ce sujet. Très bien, merci. Pour M. Poma, éventuellement, je n'en ai pas non plus. Très bien. Et du coup, je vous propose, Luc, qu'on passe à votre intervention. Du coup, l'idée, c'était de vous entendre un petit peu sur votre regard juridique. Comment techniquement, vous accompagnez les collectivités pour mettre en place leurs projets? Quelle est la position de l'État vis-à-vis de cet hébergement insolite? Est-ce que d'après vous, il y a effectivement un vide juridique? Comment vous traitez la question? D'accord. Bon, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, Luc Fournier, je suis le chef du service planification et aménagement des territoires à la DDT de Savoie. Donc, la DDT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la direction départementale des territoires, donc service déconcentré de l'État, avec 3 rôles. On a un premier rôle qui est un rôle d'opérateur, parce qu'on a parlé quand même pas mal d'autorisation d'urbanisme. La DDT continue à instruire pour le compte des collectivités. En Savoie, on instruit pour 8 EPCI sur les 18, donc ça fait quand même plus de 2000 actes par an, donc on est quand même encore très présent. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas simplement de la théorie, c'est aussi au quotidien les autorisations qui peuvent nous arriver, comment est-ce qu'on les traite. Un rôle un peu plus régalien, vous connaissez assez plus traditionnellement que pour l'État. En effet, c'est s'assurer que les procédures sont vraiment dans un cadre qui est celui du Code de l'urbanisme, tout ça en lien avec le contrôle de légalité, parce que c'est vrai qu'on a entendu pas mal d'expérimentation, de pratique. Après, on a quand même toujours un cadre et c'est là où on attend l'État, parce que paradoxalement, c'est souvent auprès de l'État que les gens envoient des courriers. Enfin, ils en envoient aussi au maire, hein, bien entendu, mais ils envoient aussi également des courriers à l'État pour s'assurer que tout ce qui est bien fait est bien conforme à la réglementation. Et puis, un troisième rôle qui nous tient particulièrement à cœur en Savoie, qui est celui de conseil et d'accompagnateur, notamment sur tous ces projets. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les collectivités, les porteurs de projets, justement, pour avoir aussi bien une planification d'ensemble à long terme que également une aide ponctuelle sur des autorisations ciblées. Vous m'avez parlé d'habitat insolite. En Savoie, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Je dirais qu'on a beaucoup de questions autour de ce sujet qui est de plus en plus important. En tout cas, c'est revenu dans plusieurs interventions. Paradoxalement, on a beaucoup de questions, mais on a moins de projets qui sont déposés parce qu'en effet, alors je ne sais pas si c'est un vide juridique ou un trop-plein juridique, mais j'y reviendrai par la suite. On a toujours un petit peu de calage au moment où on commence à regarder le PLU concrètement. On a des projets, on a des questions, puis on commence à regarder comment ça peut se passer concrètement sur le territoire et ça devient un peu plus compliqué. En tout cas, nous, on a accompagné plusieurs projets sur le territoire et on a eu la chance, en tout cas, de voir plusieurs projets aboutir en Savoie et ce dont on se félicite. En termes de positionnement de l'État, parce que c'est un petit peu la question que vous me posiez aussi initialement, on est sur un État facilitateur aux côtés des élus sur tous les projets économiques. Je dirais qu'en Savoie, on a une grosse activité économique liée au tourisme. Donc, bien entendu, tous ces hébergements insolites font partie de l'activité économique du département. Notre rôle, c'est de les accompagner et de faire en sorte que ça continue à bien se porter. Mais bien entendu, comme vous l'avez évoqué, on est aussi garant des grands équilibres, justement, pour s'assurer que les politiques publiques que l'on porte sont également bien respectées. Donc, c'est tout le côté ardu de la tâche qui nous incombe. J'ai dit facilitateur. En fait, il y a 3 niveaux de réglementation qui sont à prendre en considération. La première, c'est tout le cadre national, législatif et réglementaire. On l'a évoqué rapidement. Il y a des communes peut-être qui sont encore en RNU. En Savoie, nous, ce qui nous intéresse énormément, c'est la loi montagne. Dans la mesure où on a presque l'intégralité du département qui est concerné par la loi montagne. Et dans ces cas-là, l'aménagement touristique doit respecter un certain nombre de principes. Et vous entendrez peut-être parler, pour ceux qui sont plus familiers avec la loi montagne, tout ce qui est unité touristique nouvelle.
Donc, on a ces procédures qui sont particulières. On a également de la loi littorale. Donc, j'ai aussi des collègues qui sont… Et nous, en Savoie, on a la loi littorale parce qu'on a également le lac du Bourget, mais je pense aussi à la Haute-Savoie qui a le lac d'Annecy. Et de manière générale, on a quand même une façade maritime qui est très importante en France. Et puis, on a également, on a parlé tout à l'heure un petit peu du code de l'environnement sur tout ce qui est problématique d'assainissement et d'eau potable, et le code de l'urbanisme qui viennent chapeauter tout ça. Donc, ça, c'est le premier niveau. Un deuxième niveau qui est plus local, encore une fois, on est dans une logique de décentralisation. Donc, il y a les SCOT, d'une part, et les PLU qui fixent quand même toute une réglementation qui est celle des élus locaux. C'est quel projet de territoire ils veulent avoir et comment est-ce qu'ils cadrent justement ce projet de territoire par rapport aux réalités et aux projets, comme l'a dit monsieur le maire, qu'ils peuvent avoir sur une commune, avec des équilibres économiques, un projet particulier. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, en tout cas, dans l'accueil des projets, parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le projet communal et le projet de l'opérateur économique. Et puis enfin, le troisième niveau, qui est celui dont je parlais également en introduction, qui est celui des autorisations d'urbanisme. Donc, à un moment ou à un autre, on a cette question qui se pose. L'autorisation d'urbanisme, elle est signée par le maire, encore une fois, donc c'est aussi la responsabilité du maire. Je pense que c'est ce que disait un petit peu M. Poma à demi-mot quand il disait qu'in fine, on trouve des arrangements à ce niveau-là. C'est la responsabilité du maire de signer ou pas une autorisation d'urbanisme et de faire la police qui en découle. Donc, à partir de là, on a toute une réglementation opérationnelle sur laquelle, je vous disais, nous, on est directement concernés dans la mesure où on en instruit au quotidien un peu plus de 2000 par an. Donc, c'est vrai qu'on le voit bien ce que ça peut donner. Tout à l'heure, on a commencé, en tout cas, moi, j'ai apprécié l'intervention de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, dans la mesure où, en effet, des outils juridiques, il y en a. Donc, je ne sais pas si on peut parler de vide juridique, en tout cas, le code de l'urbanisme, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. La question qui peut se poser, c'est de savoir à quoi on raccroche tel ou tel habitat, dans la mesure où ça se veut insolite. Je pense que l'objectif, c'est de sortir un peu du cadre. Donc après, tout l'enjeu, ça va être de savoir à quoi on peut s'apparenter et quels outils on peut utiliser pour donner une visibilité et surtout un caractère durable, parce que c'est ce que disait tout à l'heure Julien, j'ai oublié votre nom de famille, Julien Péria sur la Haute-Savoie. L'idée, c'est quand même d'avoir un projet durable et d'avoir une vision sur plusieurs années quand on fait un investissement. Nous, on est parfaitement conscient que quand il y a un business model et un business plan pour un opérateur économique, il faut qu'il y ait une visibilité à moyen terme, en tout cas, parce que je dirais que la planification n'est plus sur du long terme. En tout cas, pour un opérateur économique, il est clairement sur du court et du moyen terme. L'idée, c'est quand même de lui donner des garanties. Alors, c'est vrai que les outils de l'urbanisme, ils sont également dans le moyen et le long terme et ils prennent un certain nombre de temps pour se mobiliser dans ce cadre-là. Donc, j'ai bien entendu, en effet, je rejoins là-dessus. On peut, sur un terrain aménagé qui est un terrain de camping, on peut s'apparenter à des tentes, on peut avoir des caravanes, on a tout ce qui est HLL, on a tout ce qui est RML. Enfin, on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus plus précises. En tout cas, ça devient très, très technique et très complexe après derrière, mais des outils, on en a. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on adapte ce cadre justement aux réalités des projets. Et c'est tout notre rôle, je dirais, aux côtés des élus, d'arriver un petit peu à donner des clés de décryptage des outils juridiques que l'on peut avoir pour accompagner les élus. Parce que c'est peut-être un dernier sujet que je vais aborder peut-être avant de répondre éventuellement à des questions, mais un document de planification, c'est un outil d'anticipation. C'est quelle vision on a du territoire. Et c'est la difficulté qu'ont les élus quand ils se projettent dans un document d'urbanisation à des échelles qui sont variables. Monsieur le maire, tout à l'heure, parlait du PLU qu'il avait à l'échelle de sa commune. Donc déjà, ce n'est pas facile de se projeter à l'échelle de sa commune. Il a parlé également du PLUI HD de Grand Chambéry maintenant, qui est une autre échelle de planification. L'objectif, c'est de prévoir l'avenir. On n'a pas forcément de boule de cristal, mais c'est de pouvoir constituer un cadre qui est à la fois de l'incitation pour les porteurs de projets qui veulent venir s'installer sur un territoire et qui est également de protection. Et c'est tout cet équilibre entre incitation et protection qu'il faut gérer quand on a des porteurs de projets, parce qu'un document d'urbanisme, c'est à la fois offensif et défensif. C'est-à-dire qu'on essaye de se protéger contre des projets dont on ne voudrait pas, et c'est bien ça ce dont il s'agit une grande partie du temps. Et malheureusement, je dirais qu'on n'arrive pas toujours à anticiper les projets qu'on voudrait porter. Et c'est toute cette contradiction que nous, on essaye d'accompagner au mieux. Et là-dessus, j'avoue que les élus ont une vraie responsabilité là-dessus, mais c'est une vraie difficulté aussi dans l'élaboration de ces documents, de trouver le bon équilibre justement entre un cadre contraignant et un cadre qui soit permissif. Et c'est vrai qu'on parle de modification, parce que c'est vrai que
peut-être le réflexe que l'on a, c'est de vouloir se protéger au début. Et donc, on donne des règles pour essayer de contraindre un maximum et de pouvoir verrouiller toute l'utilisation qu'on ne voudrait pas avoir du foncier. Et après, on se rend compte qu'on a un bon porteur de projet. Et donc là, on est amené à faire évoluer son document d'urbanisme. Et c'est vrai que cet aller-retour, on l'a, je dirais, très régulièrement avec les maires, avec les élus en Savoie, parce qu'on a beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir. Et c'est vrai qu'on a eu peut-être le réflexe d'avoir souvent des documents qui sont assez bordés au départ pour essayer de limiter tout type de dérive. Parce qu'encore une fois, on est peut-être dans un syndrome de protection a priori et après, derrière, on fixe le cadre en fonction du projet et on a du mal à le faire peut-être en anticipation en se disant je veux tel type de projet et je me donne tel type de moyens dans mon document d'urbanisme. Donc, voilà en tout cas la vraie difficulté qu'on peut avoir dans ces documents d'urbanisme et je rejoins à la fois les préoccupations du porteur de projet et du maire. C'est-à-dire que quand on est porteur de projet, qu'on a un projet et qu'on arrive vers des élus et qu'après derrière l'État vient pour rappeler, on a un impératif de réponse assez rapidement parce qu'on a un calendrier économique qui est très resserré. Et donc, c'est vrai que nous, on le voit au quotidien, l'échelle temporelle de la planification n'est pas toujours celle de l'opérateur économique. Et c'est vrai que, alors peut-être que ça a fait réagir, mais par moment, le temps permet aussi au porteur de projet de maturer son projet, de le mûrir et de faire en sorte qu'on a des bons projets sur le territoire. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument faire traîner les choses pour arriver à faire mûrir les projets. Après, encore une fois, nous, on essaie d'être réactifs pour avoir des outils en anticipation ou en réaction qui permettent de pouvoir répondre assez vite aux différents projets du territoire. Enfin, voilà, en tout cas, je voulais peut-être finir juste sur un dernier mot peut-être plus positif. C'est vrai que dans nos territoires où on a quand même une vraie dimension économique autour du tourisme et on sait à quel point c'est important pour le tissu économique. C'est vrai que le souci de s'adapter à la clientèle, il est omniprésent. En tout cas, moi là-dessus, je rejoins les propos de Julien Perrier là-dessus. Tous les projets, en tout cas, qui sortent aujourd'hui, notamment en Savoie, c'est dans une logique perpétuelle de s'adapter aux besoins de la clientèle. Donc, c'est vrai qu'on essaye de s'adapter également au projet. Malheureusement ou heureusement, on a un cadre réglementaire et législatif qui est celui qu'il est. Il a beaucoup évolué ces dernières années, peut-être même trop, parce qu'on n'arrive plus forcément à savoir dans quel cadre on doit pouvoir vraiment évoluer. En tout cas, ça permet de pouvoir donner les règles du jeu et de pouvoir ensuite construire des projets dans la durée, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir instruire tout ça dans la durée. Voilà, en tout cas, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions à proprement parler, mais je vois qu'il commence à y avoir 2-3 commentaires. Ça me semble assez complet. Je vois à la fois une question dans la conversation que Franck pourra nous transmettre. Et puis à la fois, dans l'ordre que vous le souhaitez, j'aimerais bien entendre Julien Perria sur cette question du temps, de la maturation. Et puis Dominique Pomas sur cette question de quel équilibre entre protection et possibilité d'agir sur le territoire. Franck, je ne sais pas ce que tu en penses. On pourra aborder les questions dans la foulée et puis on laisse M. Perria répondre s'il le souhaite. Alors, je vous rouvre votre micro. C'est bon, j'y suis. Oui, donc pour répondre à votre question sur la pérennité et le temps, excusez-moi, tout qui sonne. Effectivement, j'ai plus la même réflexion 12 ans après qu'à mes débuts. Je pense qu'au début, on s'idéalise toujours un projet. On essaye de le border, sécuriser aussi bien pour nous que pour les gens qui nous font confiance. On essaye de toujours anticiper. Mais à un moment donné, je pense, dans un projet insolite, on doit aussi avoir conscience de se dire qu'on doit mettre une jauge. C'est-à-dire étant atypique, étant insolite, ayant une activité un petit peu à part entière, sur un territoire exceptionnel sur lequel on nous laisse travailler. Je pense qu'au bout de 10 ans, moi, mon raisonnement, c'est on doit accepter de mettre une jauge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai dû accepter que dans mon établissement, je vais ouvrir que certains jours de la semaine. Je vais pouvoir à l'année accueillir qu'une certaine capacité de clients. Je ne vais pas pouvoir mettre 25 tentes au milieu de la forêt, mais qu'un certain nombre. Et ça, c'est important et c'est quelque chose qu'on a dû comprendre avec le temps parce qu'au début, on est poussé par un aspect économique où l'objectif, c'est grandir et faire du chiffre d'affaires, de la rentabilité, donc 3, 4 ans, 5 ans. Et puis, on se rend compte que petit à petit, quand on a un rythme de croisière et si on a bien travaillé, qu'on a la tête sur les épaules, petit à petit, nous, on arrive à un point, et je pars en mon nom, où notre objectif n'est plus de grandir, c'est voire même d'essayer d'en faire moins, mais mieux pour améliorer le service et la qualité de ce qu'on peut proposer à nos clients.
Donc voilà, il faut accepter qu'à un moment donné, sur un tourisme insolite, atypique, durable et raisonné, on se doit de mettre des jauges. Et en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas facile parce que notre objectif, c'est aussi de gagner de l'argent à un moment donné. Et quand on se met une limite, des fois, on a du mal à dire non à certains groupes à certains moments de l'année. Mais je pense que vis-à-vis d'un partenaire qui est le maire, le territoire qui nous fait confiance, quand on travaille en pleine nature et qu'on nous laisse la chance de travailler sur ce territoire exceptionnel, ça doit marcher dans ce sens-là. Voilà, on n'est pas une chaîne, on n'est pas Euro Disney, malgré qu'on fasse vivre des émotions et qu'on mette des étoiles plein les yeux à nos clients tous les week-ends. On doit accepter à un moment donné que le projet évolue et qu'on doit mettre une jauge. Et je pense que ça, c'est important. Et c'est le temps, en tout cas moi, qui m'a appris ça. Et aujourd'hui, nous, on essaye même de réduire le volume de clients de notre établissement. On a accepté le fait de gagner moins d'argent. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à mûrir après 12 ans d'activité. Merci. J'ai deux questions pièges pour Luc Fournier. Attention, il va falloir sortir le code de l'urbanisme. Peut-on qualifier et apparenter les modules constitutifs d'un bivouac de mobilier à l'usage du public? Qu'est-ce que vous aviez en tête par mobilier à usage du public? C'était la question que je me posais. Est-ce que c'est un équipement public pour vous ou... Alors, on peut peut-être ouvrir le micro de Christophe pour qu'il nous précise sa question. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Luc, bonjour, Christophe de Chassé à Tout France. Ah oui, bonjour Christophe. C'est pas une question piège, mais c'est juste, je me place dans le cadre de l'itinérance et j'aime bien ce que vient de dire Julien sur ce côté des élus qui acceptent de mettre à disposition une partie d'un territoire communal dans l'idée de faire passer des gens sur leur territoire et de répondre ainsi à un besoin d'itinérance. Et on se posait la question de est-ce qu'on peut assimiler ça à un banc public ou vous voyez, c'est une installation pour un bivouac qui serait un banc public, enfin, je schématise, et qui dans ce cas-là n'aurait pas besoin de rentrer dans toute ne pas être un camping, ne pas être un PRL, un HLL, etc., mais être quelque chose de définissable comme un module ouvert au public, que le public peut utiliser, mais vraiment dans une notion de passage très court terme. Et voilà, je ne sais pas si je sais qu'il y a des territoires et des parcs naturels régionaux qui sont allés sur cette hypothèse. Ouais. Après, la difficulté, Christophe, c'est qu'autant quand tu as un banc ou que tu as un panneau ou que tu as la signalisation, tu n'es pas créateur de surface de plancher. Autant si d'après ce que je commence à sentir dans ta question, c'est d'avoir potentiellement un toit. En fait, c'est un petit peu ça le sujet. Et là, très rapidement, on vient dans un autre registre qui est celui des constructions, et surtout de la création de surface de plancher. Et là, de ce point de vue-là, le code de l'urbanisme est assez clair. En tout cas, quand on commence à dépasser certaines surfaces, c'est soumis à autorisation. Et puis, au-delà de ça, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi voir ce que peut dire le PLU. Parce que comme je le disais, il y a des PLU et monsieur le maire citait l'exemple tout à l'heure de sa zone qui était agricole protégée et qui n'était pas forcément, qui ne permettait pas la réalisation dans l'immédiat, en tout cas, de ces tiny houses. C'est pas parce que le code de l'urbanisme ne prévoit pas d'autorisation pour un type de construction particulier qu'on peut la faire dans la mesure où le PLU, lui, peut l'interdire également. C'est vrai que très régulièrement, moi, je suis appelé devant le juge justement en pénal, parce que là, c'est du pénal, on n'est plus dans de l'administratif. Quand on commence à faire des constructions et qui ne sont pas forcément soumises à l'autorisation d'urbanisme, mais qui ne sont pas autorisées par le PLU, le procureur peut s'en saisir. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est toujours un peu délicat sur ces sujets-là, c'est qu'en effet, on a des outils qui sont très, très forts parce qu'il y a des dérives dans certains secteurs qui sont assez préjudiciables, donc il y a des outils qui sont puissants. Et c'est vrai que ça dépend encore une fois de l'objet que l'on veut autoriser sur un territoire donné. Oui, non, mais tout à fait. Mais après, encore une fois, l'idée, c'est peut-être d'avoir une approche au niveau du document d'urbanisme pour valider, notamment si c'est de la grande itinérance, pour rebondir sur ce que tu disais, on a potentiellement, au moment où on élabore le document d'urbanisme, une connaissance des grands GR. Enfin, nous, dans les Alpes, on a plutôt ça. Donc, on a les grands chemins d'itinérance qui nous permettent d'identifier en gros là où potentiellement il y a des besoins. On a travaillé aussi avec le Parc national de la Vanoise sur ces sujets-là. On identifie clairement là où il peut y avoir des choses, là où il peut y avoir des besoins en termes d'hébergement ou autre. Et à partir de là, on peut anticiper dans le document d'urbanisme un zonage particulier qui permette la construction d'infrastructures particulières.
Si nécessaire, si on est en zone de montagne, il faudra également passer par une procédure UTN et puis le moment venu par une autorisation. Pour, encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de se mettre dans une usine à gaz, c'est de donner de la visibilité aux porteurs de projets sur un territoire donné et de leur dire, bah voilà, la construction que vous faites, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps au démarrage, mais une fois que ce sera fait, ce sera dans la durée et vous aurez de la visibilité. Vous aurez un ouvrage qui sera construit et qui sera pérenne. J'avais bien entendu ça tout à l'heure. On est à la fois sur de la qualité de produit, mais également sur de la pérennité d'une exploitation touristique d'un territoire. Donc, peut-être que c'est un peu frustrant au début, parce que ça ne répond peut-être pas à l'immédiateté de la réalité économique des porteurs de projets, mais également, l'objectif, c'est de donner une vision et un sens à l'équipement touristique du territoire. Ouais. C'est porté par des petites communes, souvent, qui ne sont pas toujours… Voilà, qui n'ont pas l'expérience de M. Poma ou Savista et pour qui ce sont des choses assez complexes à mettre en œuvre. C'est vrai que de ce point de vue-là, nous, État, on est dans une logique de décentralisation, encore une fois. Donc, on accompagne les élus locaux sur leur projet de territoire. Mais il faut bien avoir en tête que de ce point de vue-là, ce sont les élus locaux qui définissent leur projet et quelle dimension touristique ils veulent donner à leur projet de territoire. En tout cas, M. Poma l'avait clairement identifié comme une de ses priorités, comme il disait qu'il y avait également l'agriculture et puis la forêt sur son territoire. Le tourisme en faisait partie. La chance que j'ai en Savoie, c'est que beaucoup d'élus ont identifié également cette dimension-là dans leur projet de territoire. D'accord, mais c'est là où moi je suis sur de l'itinérance vélo et c'est vrai que du coup, c'est plutôt porté par des départements, des régions qui sont convaincus de l'intérêt et qui sont face en fait à des élus locaux qui ne voient pas ça comme ça forcément. Ok, j'ai bien compris. Merci. Merci beaucoup. Alors, Julien voulait réagir et puis ensuite, Franck, Alors, Julien, rapidement. Ouais, je fais très rapide, juste pour rebondir sur ce que disait Christophe. Juste pour rebondir sur ce que disait Christophe, j'ai eu la chance de travailler sur différents projets, que ce soit sur la Chartreuse, le Jura, la Savoie ou autre, sur des itinéraires de randonnée où les gens qui m'ont sollicité souhaitaient, pour le territoire, mettre des tentes à disposition des clients randonnés. Tout simplement, vous faites un itinéraire de grande randonnée, vous retrouvez sur cet itinéraire de randonnée des refuges, mais vous avez des points intermédiaires où vous pouvez retrouver 2, 3, 4 tentes qui permet en gros de désengorger un petit peu les refuges, permettre une alternative à d'autres clients aussi. Ces tentes sont mises à disposition. Et donc, ma question à M. Fournier, c'est quand on a des projets comme celui-ci, on va créer de la surface de plancher. Clairement, on va mettre, je ne sais pas, 4 tentes de 9 mètres carrés au bord d'un chemin de grande randonnée. Est-ce qu'on peut amener une notion de durée par rapport à la demande qu'on va mettre en place? C'est-à-dire que ces tentes, on va les installer, par exemple, du 15 juin au 15 septembre. Donc, on va être sur 3 mois ou moins de 3 mois. Est-ce que est-ce qu'on peut faire des demandes ou avoir des conventions d'exploitation un petit peu exceptionnelles, justement pour des choses un petit peu sur des durées très courtes? C'était la question qui se posait en préparation aussi avec les tiny house, en se disant tous ces hébergements insolites qui peuvent se déplacer, est-ce qu'ils peuvent être traités comme les logements de bergers en saison? Oui, après, il y a plusieurs niveaux de réponse, mais une partie de la réponse a été aussi apportée. Enfin, moi, ça me semble intéressant ce que disait tout à l'heure la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, de dire que le camping est une manière de répondre à ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus une approche par surface de plancher pour chacune des installations qui se fait à titre temporaire, mais on vient dans une logique de terrain aménagé. Et à partir du moment où on est dans une logique de terrain aménagé, là, le code a des dispositions particulières et notamment dispense ce qui est pose de tente, etc., dans la mesure où le cadre lui-même est bordé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs solutions qui peuvent être proposées. À partir du moment où vous bordez le cadre, à l'intérieur, vous pouvez peut-être faire ce que vous voulez. Parce que sinon, si vous ne bordez pas le cadre, c'est sûr que dans ces cas-là, la réglementation s'intéresse à ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est là où il faut trouver le bon niveau de contrainte. Si vous arrivez à encadrer en effet votre aménagement du foncier par un permis d'aménager ou par une déclaration préalable, après, au sein de ce terrain, vous pouvez avoir de la flexibilité, notamment en matière de tente. Premier niveau de réponse par rapport à tout ce qui était temporaire, parce que c'est un petit peu la question que me posait Ève Renaud tout à l'heure sur est-ce qu'on peut avoir des permis temporaires sur ce genre d'équipement, parce qu'on a un outil qui existe également dans le code de l'urbanisme qui est la possibilité de donner des permis temporaires pour des constructions qui répondent à un certain nombre de critères. Donc là, malheureusement ou heureusement, je dirais le code de l'urbanisme encadre strictement les critères qui permettent de pouvoir faire de l'habitat, enfin des permis temporaires. Ils sont définis au R 421.5 du code de l'urbanisme. C'est très compliqué de rentrer dans ces critères.
très franchement, moi, je ne recommande pas d'essayer de s'y frotter, dans la mesure où peut-être que ça peut être une solution transitoire, mais en tout cas, si on veut avoir de la visibilité, et pour un opérateur économique, il va acheter l'équipement, il aura besoin de visibilité sur le moyen terme, il faut qu'il ait un permis pérenne pour que les banques puissent lui prêter de l'argent. Enfin, en tout cas, moi, je me place de l'autre côté. À partir du moment où je suis plutôt organisme bancaire et qu'un porteur de projet vient me voir avec un permis temporaire, ça m'inquiète dans la mesure où je ne sais pas s'il pourra continuer à exploiter son bien dans la durée. Donc, c'est vrai qu'on a trouvé des solutions parce qu'on avait des problématiques d'hébergement de bergers, notamment pour lutter contre la prédation du loup dans certains endroits où on avait des cabanes qu'on transportait par hélicoptère. On a pu arriver à avoir ce type d'outils. Mais néanmoins, on est très rapidement passé dans un caractère pérenne. Et en fait, juste l'outil nous a permis de gérer la transition et la modification du PLU et la délivrance des autorisations d'urbanisme qui étaient pérennes. Donc, encore une fois, des solutions et de l'imagination, on en a. Le Code de l'urbanisme offre un champ de possibles qui est quand même assez intéressant. À partir de là, je dirais qu'il n'y a pas une solution qui est valable. Il y a surtout des risques juridiques qui sont liés à chacune des solutions qui peuvent être trouvées. Et puis aussi des solutions qui sont plus ou moins adaptées aux impératifs économiques des porteurs de projets. Donc, c'est là où il faut qu'il y ait une discussion qui soit assez fine. Et c'est ce que nous, on essaye de faire en Savoie, aux côtés des élus, parce que M. Poma a bien entendu saisi Grand Chambéry, mais qui est en contact avec nous. Donc, c'est vrai qu'on réfléchit à la réponse collectivement que l'on apporte sur les projets de cette nature-là, dans la mesure où, comme je le disais, on a moult solutions, on se rend bien compte des impératifs des porteurs de projets. Il faut toujours trouver cet équilibre entre préservation et puis incitation et encourager l'innovation économique sur nos territoires. Merci. J'ai 5 questions qui viennent toutes de Madame Pelletier de la région Auvergne-Rhône-Alpes, si je ne me trompe pas. Luc, tu as peut-être déjà répondu à certaines de ces questions. Alors, rapidement, à partir de combien d'unités d'hébergement faut-il un permis d'aménager et ou un permis de construire? Et quand faut-il basculer dans un parc résidentiel de loisirs? Oui, alors là, c'est encore une fois pas simple de répondre, parce que déjà, ça dépend si les équipements ont une vocation d'hébergement principal ou d'équipement de loisirs. Donc déjà, la réponse n'est pas la même en fonction de l'utilisation du type de bien. Donc, en fonction de si on est sur de l'hébergement permanent, le permis d'aménager devient nécessaire à partir de 2 résidences installées. Donc, on est sur cette logique de résidence installée. Et après, derrière, sur de l'habitation de loisirs, on est dans une logique qui dépend encore une fois, si on est dans un terrain aménagé ou pas dans un terrain aménagé. Donc, encore une fois, il faut aller creuser derrière en fonction du projet. Je dirais que la réponse dépendra de ce point de vue-là, sachant que pour le permis d'aménager, peut rentrer également en compte la surface et notamment pour la réglementation qui s'applique. Parce que je pense au camping en zone de montagne, à partir de 2 hectares, on arrive aussi dans un registre du TN local. Donc, il y a tout un millefeuille, je dirais, d'autorisation qu'il faut bien avoir en tête. Encore une fois, nous, on peut accompagner là-dessus les collectivités, parce que c'est vrai que souvent, les collectivités sont les interlocuteurs des porteurs de projets. Nous, on essaie de le faire aussi au mieux pour que tout le monde y trouve sa solution. Et alors après, derrière les autres questions, c'était… Alors, quelle différence d'un point de vue d'un document d'urbanisme entre l'implantation d'un mobil-home ou d'un HLL? Je ne crois pas qu'il y en ait. Non, il n'y en a pas, à mon sens. Ouais. Quelles zones du PLU peuvent accueillir des HLL? Ça dépendra des PLU. Je dirais que c'est un peu on peut faire preuve d'innovation et d'intelligence dans la création des PLU. Je dirais que le code nous fixe un cadre de base qui est les zones A, N, U et AU. Et à partir de là, on les indice, comme on peut avoir… Tout à l'heure, monsieur le maire parlait de la zone AP comme agricole protégée. Je dirais que le P n'engage que le PLU qui le crée. Donc, on peut avoir du A ce que l'on veut, du N ce que l'on veut. Après, la difficulté, c'est qu'en zone agricole, on ne peut pas avoir tout type d'éléments. Donc, c'est vrai que traditionnellement, nous, en Savoie, on est plus sur des vocations N. On indice la zone naturelle et on fait du N camping ou avec tout type d'indissage et un règlement qui va bien dans le PLU pour pouvoir bien encadrer ce que l'on veut accueillir dans ce type de terrain aménagé. Merci. Alors, Ève, il nous reste du temps encore pour quelques questions. On était censé terminer à 15h15, il est 15h19, mais si on essaye alors. D'accord pour déborder, on peut déborder de 5 minutes.
Alors là aussi, je pense que tu as déjà répondu à la question, mais à quelle réglementation est soumis un particulier qui souhaite implanter une cabane au fond de son jardin pour accueillir des touristes? Malheureusement, je dirais qu'il faudrait presque mettre quel ELS et puis réglementation avec un gros S, dans la mesure où on est à la fois sur du code de l'urbanisme, donc on a quand même une logique d'implantation. Après, derrière, comme le disait justement Julien Péria tout à l'heure, il y a quand même potentiellement tout ce qui est ERP et autres. Et là, ça dépend en fait, encore une fois, de la capacité de la surface. Donc, si un particulier souhaite implanter une cabane au fond de son jardin pour accueillir des touristes, tout dépend de la surface de cette cabane au fond du jardin, du nombre de touristes qui viennent la fréquenter et puis de ce qu'il peut y avoir comme zonage sur sa cabane au fond du jardin. Enfin, en tout cas, au niveau du code de l'urbanisme, il y a ça. Et après, derrière, il y a le PLU aussi. Il peut y avoir potentiellement aussi le code de l'environnement qui peut, en fonction de ce que disait tout à l'heure Monsieur Poma, en fonction de si c'est raccordé ou pas avec de l'assainissement. Enfin, en tout cas, je dirais que moi, je fais avec le cadre réglementaire et législatif qu'on me donne, mais en l'occurrence, il peut y avoir en effet plusieurs obstacles et plusieurs réglementations à vérifier. En tout cas, notamment en termes d'ERP, d'encadrement de public. De toute façon, Julien Péria tout à l'heure parlait de tout ce qui était lié au code des sports pour les accompagnateurs en moyenne montagne. C'est aussi quelque chose qui permet d'encadrer l'accueil de public en montagne. Merci. Alors, encore une question. Est-ce qu'un camping déclaré en mairie, un petit camping, peut accueillir des hébergements insolites ou uniquement des emplacements nus? Moi, a priori, je ne vois pas ce qui s'opposerait à des hébergements insolites, si ce n'est en loi montagne, la création de surface de plancher. Parce que si le camping initialement a fait bien l'objet d'une UTN, donc en tout cas, moi je parle pour la zone de montagne, hein, à proprement parler, là en tout cas il y a cette question-là qui peut se poser, et même de manière générale hors zone de montagne, il y a quand même une différence entre des emplacements de nid qui ne créent pas forcément de surface de plancher et le reste. Donc ça, encore une fois, il faut le vérifier précisément en fonction du cas, mais de manière générale, il n'y a pas de réponse générale là-dessus. C'est ça qui est un peu compliqué. Donc quand on parlait de vide juridique tout à l'heure, je peux plus m'inscrire en faux par rapport à un vide juridique. Il y a plus une complexité juridique qu'il faut arriver à appréhender et on ne peut pas avoir de réponse toute faite pour tout type de projet. D'accord. C'est vrai que c'est plutôt difficile pour un opérateur national qui voudrait avoir une solution toute faite pour tous ses hébergements en fonction de toutes les communes. Malheureusement pour lui, il faut qu'il ait un traitement particulier en fonction de chaque document d'urbanisme au niveau local. D'accord, merci. Alors, on a une question qui n'en est pas une de Madame Pascale Bartomeuf. On peut peut-être lui ouvrir son micro si elle veut intervenir dans la ligne de Monsieur Daillot, qui a eu un problème de micro tout à l'heure. Voilà, je la trouve. Voilà, votre micro est ouvert. Bonjour, donc Pascale Bartemeuf, je suis directrice des affaires juridiques et fiscales de la FNHPA et je travaille donc avec Nicolas Daillot. Donc une très très courte intervention pour dire quand même et rappeler, puisque Nicolas a été interrompu dans la présentation qu'il voulait faire, qu'effectivement le camping avait tout à fait vocation, était le lieu et le cadre juridique touristique presque évident pour accueillir l'hébergement touristique. Alors non pas se limiter au camping, hein, bien sûr, mais vous le rappeliez à l'instant, Monsieur Fournier, alors sous réserve de vérifier un certain nombre de contraintes au niveau de réglementation spécifique, il s'agit de la loi montagne, de la loi littorale, mais également au titre notamment de l'environnement, de sites tels que les sites classés, les espaces remarquables, naturels remarquables, puisque c'est pas le vide juridique qu'on a, mais c'est la multiplicité plutôt de réglementation et le croisement et parfois les incohérences entre les différentes réglementations qui posent problème. Les hébergements qu'on appelle atypiques ou insolites, trouvent très naturellement leur place dans les campings et plus particulièrement peut-être, enfin du moins avec ce qui avait été relevé comme typologie de clientèle et comme attente, hein, notamment par Julien Péria, pour ce qu'on appelle les petits campings, qui sont des campings de moins de 60 emplacements, mais qui parfois en comportent même beaucoup moins, qui sont
pour la plupart aussi vraiment des campings qu'on va appeler nature, en espace rural, alors montagne, littoral, mais vraiment en ruralité pleinement, des lieux qui peuvent accueillir ces hébergements facilement et qui correspondent à ces critères de nature, de développement durable, de redynamisation aussi des économies locales, hein, puisque souvent situées dans des zones peut-être un petit peu moins attractives sur le plan touristique que des grandes zones, et je pense à certaines bordures littorales. Donc, avec tout type d'hébergement. Je n'insisterai pas et on ne va pas rentrer dans le détail du débat, hein, sur la qualification des hébergements. C'est vrai qu'en plus, fonction du terrain qui porte ces hébergements, le niveau de contrainte réglementaire peut être évolué. Ce qui est permis plus facilement sur un terrain de camping, par exemple, sans autorisation d'urbanisme particulière, peut, quand c'est sur un terrain d'un particulier, par exemple, nécessiter un permis de construire, alors qu'il y aura une réglementation urbanistique plus souple dans un outil juridique déjà défini qu'est le camping. Voilà, hein, c'était une remarque très, très générale et rapide sur le positionnement de l'hôtellerie de plein air dans cette réflexion. Juste une précision pour répondre clairement à la question qui était posée. On ne peut pas mettre des HLL dans les campings qui ont fait simplement l'objet d'une déclaration préalable en mairie. Ça, c'est en tout cas le code là-dessus est précis sur ce point-là. Par contre, si le camping a fait l'objet d'un permis d'aménager, ce que je disais tout à l'heure, si on a pris vraiment la précaution au départ de bien border son camping, dans ces cas-là, pour les installations qui font moins de 35 mètres carrés, on a une dispense de procédure dans ce cadre-là. Donc, c'est pour ça que je disais que tout dépend du cadre dans lequel s'est fait le camping et derrière, quelle typologie de projet on a comme hébergement insolite sur un territoire donné. D'accord. Merci. Ève, je te laisse conclure. On est bon pour les questions. Et ben merci à tous les participants et à tous les intervenants pour leur contribution. Je vous fais une conclusion spontanée des quelques notes que j'ai pu prendre. J'ai noté l'importance, pour commencer, d'une bonne relation de confiance entre le porteur de projet et la collectivité sur laquelle il souhaite s'installer pour faciliter les choses. J'ai retenu de l'intervention de Dominique Poma qui nous a témoigné que la première fois qu'on souhaite installer de l'hébergement insolite sur son territoire, il faut inventer. Il faut inventer pour trouver des solutions adaptées au territoire. Ça fait le parallèle un peu avec ce que nous disait Luc Fournier sur le fait qu'il faut regarder chaque document d'urbanisme. Il ne peut pas y avoir une solution générale par type d'hébergement, mais ça dépend vraiment du territoire sur lequel il souhaite s'implanter. Qui n'a pas tant de vide juridique que ça, mais plutôt une complexité à savoir où placer son hébergement insolite dans toute la réglementation, avec les particularités des lois montagne ou des lois littorales pour les territoires qui en bénéficient. Voilà, plutôt l'idée de savoir à quel cadre il faut raccrocher son projet, avec quelques pistes de solutions. Notamment via les documents de planification où les élus ont à trouver un équilibre entre incitation et protection sur leur territoire, et peut-être une piste de solution vers les terrains aménagés comme les campings aussi dans certains cas. Je retiens aussi de l'intervention de Julien ce qu'il disait sur l'importance de mettre une jauge dans les projets d'hébergement insolite, qu'il faut accepter qu'on n'en installe pas forcément une grande quantité, mais que c'est la qualité qui prévaut. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les attentes de Dominique Poma, en disant que sur sa commune, il est attentif à la qualité des projets. Ça peut aussi être important dans la relation de confiance entre porteurs de projets et élus. Voilà pour ce que j'ai noté. Est-ce que les uns et les autres, vous souhaitez dire un dernier mot qui vous semble important et qui n'a pas été dit entre les intervenants et Franck? Ou est-ce que c'est bon pour vous? Alors moi, je dirais simplement que j'ai apprécié d'entendre parler d'État facilitateur. Enfin, j'entends parler des services de l'État facilitateurs quand on a une complexité juridique derrière. C'est important d'avoir ces services qui nous soutiennent. Et je ne ferai pas plus long. Alors moi, très rapidement, j'aurais aimé indiquer que pour les tiny house, s'agissant d'emplacement temporaire, je me demande si je ne devrais pas reprendre le projet sous l'angle air naturel, qui n'est pas très, très contraignant, qu'on peut laisser vide à certaines saisons ou accueillir avec 2-3 tiny house selon les saisons. Et puis, pour les campings, le problème, c'est la densité. Des caravanes qui sont pratiquement à touche-touche pendant l'été, c'est pas ça du tout que recherchent les gens, et les emplacements aussi trop près des
trop près des habitations ou trop près des routes. Ce que les gens attendent, c'est vraiment l'immersion et l'isolement. Par contre, quand on a la chance d'avoir peut-être un petit camping sur sa commune, c'est vrai que je pousserais plutôt à le dédensifier ou à le modifier en interne que d'aller chercher d'autres secteurs en pleine forêt. Mais je pense qu'il y a maintenant une inadéquation entre les campings traditionnels qui sont relativement denses et assez pas assez isolés par rapport au goût actuel. Merci beaucoup pour ces compléments. Et ben, je vous propose de nous arrêter là. Merci à tous pour cette heure passée ensemble. Et puis, on se retrouve pour certains en plénière dans une demi-heure.